Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont évidemment des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site www.omertamedia.fr. Ce sont aussi des grands entretiens et aujourd'hui je reçois Maître Ardavan Amir Aslani. Bonjour. Bonjour monsieur. Avant de commencer notre entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis avocat à Paris. Je dispense quelques enseignements à Sciences Po Paris et j'écris des livres autour des questions de géopolitique, de la géographie et de l'histoire, principalement sur le Moyen-Orient. Et c'est justement le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le conflit entre Israël et l'Iran, le monde occidental, le monde oriental, vers une confrontation. Ces derniers temps, enfin, le dernier événement, c'est l'attaque de l'Iran, l'attaque des drones et des missiles iraniens sur le territoire israélien. Quelle a été votre analyse sur ce sujet? Alors, déjà, les mots ont leur importance, comme vous en doutez. J'utiliserai pas le mot « attaque ». J'utiliserai l'expression « riposte ». Parce qu'il y a eu un avant et un après. Pourquoi est-ce qu'il y a eu effectivement cette riposte iranienne sur le territoire d'Israël? Tout simplement parce que, une semaine avant, Israël a fait décoller des F-35 de son territoire national, qui ont survolé la Syrie, qui ont bombardé un bâtiment à Damas, qui était le consulat d'Iran, avec la résidence de l'ambassadeur au dernier étage. En faisant la chose, non seulement ils ont, si vous voulez, anéanti la Convention de Vienne, qui protège les lieux consulaires et diplomatiques, mais également, ils ont poussé l'Iran dans ses derniers retranchements. Parce que ça faisait à peu près 15 ans que les Israéliens tuaient des scientifiques iraniens, attaquaient les installations industrielles, économiques, militaires de l'Iran, avec Stuxnet, par exemple, une cyberattaque, et tant d'autres. Et puis cette affaire-là, pour l'Iran, c'était l'affaire de trop. Les Iraniens ont considéré qu'ils ne pouvaient rester inertes lorsque leur territoire national, à savoir leur ambassade, leur consulat, était pris pour cible par Israël. Et ils ont manifesté leur souhait de dire « stop, ça suffit ». Effectivement, ils ont réagi. Mais les Iraniens, si vous voulez, ou le gouvernement iranien, n'a pas souhaité non plus qu'il y ait du sang versé. Si vous regardez l'attaque iranienne sous forme de riposte à l'encontre d'Israël, eh bien cette attaque-là était mesurée. Déjà annoncée. Déjà une semaine avant, tous les médias internationaux disaient que, de manière imminente, l'Iran va réagir par rapport à Israël. Ce qui a laissé tout le loisir aux militaires israéliens, aux Américains, aux Anglais, aux Français, de placer leurs actifs militaires dans la région, de manière à pouvoir protéger Israël. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ensuite, lorsque l'attaque a été lancée, les Iraniens l'ont annoncé. Et le temps entre le lancement des drones iraniens, leur arrivée à presque 2000 km, 1700 km en Israël, ça laisse du temps pour que les uns et les autres s'organisent. Eh bien, ils se sont organisés. Et l'Iran n'a pas utilisé non plus, si vous voulez, son arsenal le plus dangereux. Il a utilisé un arsenal, si j'ose dire, désuet, de manière à marquer le coup par des frappes sur le territoire israélien, sans pour autant chercher à surenchérir dans la guerre. Un missile, par contre, a frappé la base israélienne de Nevitim, là où les F-35 israéliens ont décollé pour anéantir le consulat d'Iran à Damas. C'était la réponse. D'accord. Les Israéliens, effectivement, en retour, ont éprouvé le besoin de bouger. Ils ont lancé un ou deux missiles qui n'a fait aucun dégât sur une base militaire iranienne dans le sud-ouest du pays, qui n'a fait aucun mort. Et parce qu'eux non plus, aujourd'hui, vu la réaction iranienne, n'ont cherché à surenchérir. Et l'affaire est terminée. C'est intéressant ce que vous dites, puisque ça contredit un peu le narratif occidental, où il s'agissait d'une attaque, donc d'une réponse certes iranienne, mais d'un échec, puisque complètement
Si vous voulez, contrer. si c'était un échec, pourquoi il y a autant de condamnations à l'égard de l'Iran? Si vous voulez, cette attaque-là, contrairement à ce qu'on dit, n'a pu être empêchée que par le concours des Américains à 90%, et 5% les Anglais et les Français. Pourquoi? Parce que le dôme de fer qu'on présente comme étant une sorte de bouclier infaillible. Bouclier absolument infaillible, n'est pas du tout structuré pour arrêter des missiles balistiques, si vous voulez, qui sont lancés dans l'atmosphère et qui arrivent verticalement pour frapper leur cible, ni même des missiles de croisière. Le dôme de fer est construit pour empêcher les petites roquettes artisanales que les habitants de Gaza, le Hamas, lancent sur le territoire d'Israël, en ne sachant pas où ça allait tomber. Les missiles iraniens sont ultra précis, ils l'ont montré lorsqu'ils ont pris pour cible les bases américaines en Irak le lendemain de l'assassinat du général iranien Soleimani. Oui. Ils l'ont prouvé également en frappant la base militaire israélienne d'où avaient décollé leurs avions de chasse. L'importance de cette affaire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Iraniens ont démontré qu'ils ont le savoir-faire, les équipements et la capacité de frapper le territoire d'Israël. Chose qui n'était jamais intervenue, si vous voulez. À part les 2 Scud, si vous voulez, lancés par Saddam, qui étaient davantage des crackers qu'autre chose. Les Israéliens l'ont compris. D'ailleurs, la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, les 2 missiles qu'ils ont envoyés sur un territoire vide à l'intérieur d'une base militaire iranienne le prouve. Parce qu'ils ne veulent pas, justement, exciter l'Iran pour que l'Iran passe à l'étape au-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde bien cette histoire, il faut mettre cette histoire en perspective avec la tragédie du 7 octobre, après le déferlement d'horreur qu'Israël a connu. Pendant des mois et des mois, alors que le discours unanime d'Israël et des alliés occidentaux était de dire que l'Iran est le soutien moral du Hamas, l'Iran fournit des armes au Hamas, l'Iran finance le Hamas, entraîne le Hamas, personne n'a attaqué aucun des actifs militaires iraniens à l'étranger, les fameux proxies, en Irak, ailleurs, en Syrie, au Hezbollah, encore moins le territoire iranien. Pourquoi? Pourquoi même cette réaction israélienne par rapport à cette attaque massive iranienne sur son territoire n'a été si léger? Pourquoi une attaque si légère? Parce que je pense que pour l'Occident aujourd'hui, l'Iran dispose d'une véritable capacité militaire capable de mettre le Moyen-Orient à feu à sang et de prendre pour cible les 50 bases américaines dans la région et le territoire d'Israël. Sans parler du fait que, je suis pour ma part personnellement convaincu que l'Iran est devenu nucléaire. Une nation nucléaire, d'accord. Militairement armée. D'accord. Donc quand on se comporte avec... comment on se comporte avec un pays nucléairement armé, bien, on se comporte avec beaucoup de précautions. C'est ce que les Israéliens ont fait. Et à la suite de cette attaque inédite dans la région, en tout cas, comme vous disiez, cette riposte de l'Iran, est-ce que vous pensez qu'on a passé un cap? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prochaine étape, ce sera l'affrontement direct, puisqu'avant on était à travers des proxys, comme vous le disiez, la Syrie, le Liban. Est-ce qu'on est arrivé à un nouveau stade? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas d'aggravation de la situation. Pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, les Américains. Les Américains n'ont pas envie de se voir engagés dans un conflit militaire direct avec l'Iran. C'était la volonté d'Israël. Quand Israël, si vous voulez, a frappé le consulat iranien, Israël cherchait à ce qu'il ait une réaction surdimensionnée iranienne qui forcerait les États-Unis à entrer dans le conflit, pour que l'Amérique fasse la guerre d'Israël pour le compte d'Israël avec des soldats américains. Moi, je dis toujours qu'Israël est disposé à se battre contre l'Iran jusqu'au dernier soldat américain. Mais les Américains n'avaient pas envie de ça. De surcroît, les pays arabes, notamment les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, n'avaient pas envie non plus. Imaginez, dans un contexte où Mohammed Ben Salman MBS, le prince héritier saoudien, qui a investi tous ses pétrodollars sur le projet NEOM, sur le projet The Line, sur le projet 2030, sur Al-Oula,
Comment est-ce que ce pays peut réaliser ce projet si demain, les Houthis devaient lancer de nouveau leurs drones, leurs missiles au départ du Yémen sur l'Arabie Saoudite? Comment est-ce que Abu Dhabi et Dubaï peuvent maintenir, si vous voulez, leur attractivité comme un centre de paix et de loisirs si des missiles frappaient leurs immeubles majestueux? Donc, eux-mêmes, ils ont joué un rôle pour appeler au calme dans la région. Et puis, Israël n'a pas non plus envie, au lendemain du 7 octobre, où la confiance des Israéliens dans l'appareil sécuritaire et militaire israélien a disparu, de donner encore une occasion aux Iraniens de montrer qu'ils n'ont pas réellement la capacité d'empêcher une attaque iranienne. C'est le 7 octobre a entraîné un grand changement. Le 7 octobre, si vous voulez, c'est plusieurs principes sécuritaires majeurs d'Israël de bafouer. Un, que les services de renseignement israéliens sont parmi les meilleurs au monde. Comment on explique justement ces failles? Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les meilleurs services de renseignement au monde. Parce que si c'était les meilleurs services de renseignement au monde, ils auraient pu prédire, prévoir, anticiper l'arrivée de 1200 combattants du Hamas, si vous voulez, sur leur territoire. C'est ce que l'Égypte prétend, justement, avoir annoncé. Oui, mais qu'il l'ait annoncé, qu'il l'ait su, mais in fine, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas su anticiper, ils n'ont pas su l'empêcher. Peu importe. À un moment, 2000 combattants du Hamas sont arrivés, ils ont effectué les exactions que l'on a constatées. Donc, la carte visite d'Israël dans la région a disparu. Parce qu'Israël disait au pétromonarque du Golfe Persique, je vais vous protéger, je vais vous informer des agissements des Iraniens. Alors les Arabes vont dire, comment voulez-vous nous informer alors que vous n'êtes même pas capable de protéger votre propre territoire contre des gens armés avec une calache qui viennent avec des tracteurs renverser votre mur, avec des drones détruire vos appareils de détection et qui arrivent, qui procèdent comme ils l'ont fait. Deuxième événement majeur, après cette tragédie, l'armée israélienne a mis entre 5 heures et 7 heures pour arriver sur place. C'était une fête religieuse en Israël, peu importe, ça a prouvé quoi? Ça a prouvé que l'armée israélienne n'était pas ce que l'on croyait. En tout cas, les Israéliens qui considéraient qu'ils étaient en sécurité en Israël, eh bien, ils ne l'étaient pas. Et ça a réveillé chez eux, malheureusement, le souvenir des pogroms passés. Pour eux, Israël, c'était l'endroit au monde où ils étaient en sécurité. L'affaire du 7 octobre a mis un terme à cette affaire. Pourquoi alors le gouvernement Netanyahou a décidé de s'engager dans cette opération militaire sur la bande de Gaza, qui fait aujourd'hui maintenant plus de 30 000 morts? Coopération, je dirais, dans ce carnage plutôt. Carnage, oui. Bien sûr. Alors, si vous voulez, il a confondu la notion de la défense avec la notion de vengeance. Quelle image avons-nous, en fait, de l'armée israélienne aujourd'hui? C'est-à-dire que l'image d'une armée, qui a une aviation, qui tous les jours bombarde des civils, 2 300 000 personnes, qui sont enfermées dans quelque chose, peu importe comment on le qualifie, peu importe si ça réveille d'autres comparaisons historiques. Un camp de concentration, d'après la définition de Larousse, ça veut dire qu'un peuple, il y a des gens qui sont enfermés dans un lieu, ils ne peuvent pas sortir, encerclés par la police et l'armée, pour des raisons d'appartenance religieuse, ethnique et autres. C'est des Palestiniens, il n'y a que des Palestiniens enfermés, encerclés par l'armée israélienne. Donc, en fait, l'armée israélienne, c'est quoi? De faire décoller des avions et bombarder les civils. Si vous regardez les photos de Gaza aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Moi, en tant qu'avocat, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas rester indifférent par rapport à ce carnage. On est à plus de 35 000 morts. Alors, les uns et les autres contestent les chiffres, sauf que le chef d'état-major de l'armée américaine, lors d'une audition du Sénat, il y a 3 mois, a dit 25 000 morts. Au minimum. L'UNICEF dit 35 000 morts. C'est incontestable, si vous voulez. Et des gens qui n'ont nulle part où aller. Le recours, si vous voulez, à une famine organisée, c'est un crime contre l'humanité, d'après le droit international. Et in fine, ils n'ont pas réussi ni à désarmer le Hamas, ni à détruire le Hamas, ni même à libérer leurs propres otages. Donc cette armée, si vous voulez, qui est censée être la plus puissante du Moyen-Orient, a démontré son inefficacité. Alors on va nous dire, oui, mais c'est des civils, on fait attention. On fait attention à quoi? 35 000 morts aujourd'hui.
Et les mots sont Demain, ils importants. vont aller dans Rafah, ça sera 50 000 morts. Il n'y a aucune forme d'attention. La notion de dommage collatéral qu'ils essaient de mettre en avant est un mythe. 35 000 morts, dont les 3/4 des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants qui aujourd'hui sont assoiffés et affamés. Vous avez sans doute suivi tout le débat qu'il y a eu autour du terme de génocide. Est-ce que selon vous, on est dans un risque de génocide ou on est dans un génocide? Je fais attention aux mots. Je ne pense pas que ce qui s'y passe aujourd'hui à Gaza peut être qualifié juridiquement de génocide. Par contre, ça peut être qualifié parfaitement, si vous voulez, de carnage, de massacre. Et c'est ce qui s'y passe. D'ailleurs, peu importe comment on le qualifie. In fine, on a un peuple palestinien qui a une religion différente par rapport à Israël, qui appartient, on va dire, à une ethnie différente par rapport à Israël, qui aujourd'hui subit de manière quotidienne, sans relâche, des jets de bombes de l'aviation israélienne. Alors moi, je refuse l'idée de guerre. Guerre de quoi? Comment est-ce qu'on peut parler d'une population de 2 300 000 personnes qui subit en fait les exactions d'une armée moderne équipée d'une aviation, d'une marine, de tout ce que vous voulez, tous les jours sans avoir le début de l'ombre d'une capacité de se défendre? C'est pas une guerre, c'est un massacre. Comment on explique la retenue des gouvernements occidentaux, je parle de l'Europe, mais aussi des États-Unis, face à la situation? Retenue qui est de plus en plus difficile, parce que même les Américains reconnaissent que ce qui se passe est... Si vous regardez l'Occident, vous avez les populations occidentales qui manifestent leur désapprobation du carnage de Gaza. Vous avez leurs gouvernements qui sont restés silencieux, ou avec un silence complice, voire même proactif, comme les Américains, même la France. Pourquoi? Parce que Israël, si vous voulez, utilise dans l'inconscient collectif de l'Europe occidentale la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, en fait, pour culpabiliser les gouvernements occidentaux qui s'interdisent de la sorte à questionner le comportement du gouvernement israélien. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne n'ose même pas lever le début de l'ombre d'un argument à l'encontre d'Israël, parce que l'Allemagne est culpabilisée, et à juste titre d'ailleurs, par rapport à la Shoah. La France, pareil, les États-Unis, pareil. Je ne vais pas rentrer dans d'autres arguments, mais en tout cas, tout ça font que, globalement, l'Occident n'agit pas. Mais si vous regardez la planète, et c'est ça le grand bouleversement que l'on constate, que l'on a déjà constaté avec la question de l'Ukraine, c'est que la planète dans son ensemble ne tolère pas le comportement d'Israël. Erdogan, président turc, pays membre de l'OTAN, deuxième armée de l'OTAN, a utilisé le mot génocide, a qualifié Israël d'un pays qui commet des crimes contre l'humanité. L'Afrique du Sud, de Nelson Mandela, symbole de la liberté, de l'égalité, de l'acceptation de sa différence, a traîné Israël devant les instances judiciaires internationales pour génocide. Donc pour l'éternité, peu importe l'issue judiciaire de l'affaire engagée par l'Afrique du Sud, pour l'éternité, le nom d'Israël va être associé à la notion de génocide. Lula au Brésil a qualifié le mot génocide. Sans parler même des Russes, des Chinois, de l'Afrique, de l'Amérique latine, du monde entier. C'est-à-dire que quand on est à Paris, on écoute la position du président de la République française, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, on a l'impression que le monde pense comme nous. C'est pas vrai. Même les universités américaines, même les universités françaises aujourd'hui, cette jeunesse de demain qui va représenter, si vous voulez, nos gouvernants de demain, voit réellement ce qui s'y passe et n'accepte pas la chose. Oui. En Angleterre, il y a des manifestations, centaines de milliers de personnes dans les rues. Alors, en France, c'est interdit. C'est quand même extraordinaire. Aux États-Unis, les universités ont des campements, des gens qui protestent contre le carnage qui sévit aujourd'hui à Gaza. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, il y a un réveil. Un réveil parce que le monde n'est plus un monde occidental. L'Ukraine est un exemple. Quand la question de la condamnation russe à l'Assemblée générale de l'ONU s'est posée, qui a voté pour? C'était les pays membres de l'OTAN, et encore, sans la Turquie, les pays membres de l'OCDE. L'Afrique n'a pas condamné la Russie. L'Amérique latine n'a pas condamné la Russie. L'Asie n'a pas condamné la Russie. L'Inde n'a pas condamné la Russie. Le Brésil n'a pas condamné. Donc en fait, le monde change aujourd'hui.
Et ce sud global que l'on présente comme étant, soi-disant, les pays du tiers-monde, qui ne le sont plus, on ne peut pas qualifier le Brésil d'un pays de tiers-monde, aujourd'hui, n'accepte plus le narratif du monde occidental. Oui. Est-ce qu'on est, avec l'avènement des BRICS, avec la Russie en tête, la Chine, mais aussi l'Iran, est-ce qu'on est, comme vous disiez, dans un basculement, mais un basculement beaucoup plus profond, parce qu'un basculement aussi économique, avec un nouveau bloc? Oui. Le BRICS, si vous voulez, aujourd'hui, n'est pas ce que cette organisation aimerait être réellement. Pour vous donner un exemple, un de leurs souhaits, c'est de faire en sorte à ce que le commerce d'hydrocarbures soit dédollarisé. Aujourd'hui, 0,5% du commerce mondial en hydrocarbures s'effectue dans une monnaie autre que le dollar. Mais c'est le début, si vous voulez, d'un front du refus, d'un front alternatif, d'un front composé de pays qui ont la science, qui ont le savoir-faire technique, qui ont l'industrie et qui veulent aujourd'hui se positionner comme une solution alternative par rapport au diktat occidental. Le Brésil fabrique des avions. La Russie est un pays d'avant-garde en matière d'armement. Regardez aujourd'hui le conflit ukrainien. Malgré ce que disent les médias français, les Ukrainiens, depuis 3 mois, ont perdu 800 km² sur le front du Donbass. Et ils n'ont plus d'armement, malgré les milliards, les dizaines de milliards que l'Amérique et l'Europe leur ont donnés. La Russie est devenue aujourd'hui l'armée la plus puissante au monde, avec 2 années d'expérience dans la guerre, qui a combattu tous les pays de l'OTAN, qui ont livré des armes dans tous les sens au régime de Zelensky. Aujourd'hui, le monde est arrivé à un basculement. Un basculement, si vous voulez, qui cherche à véhiculer l'idée, ou plutôt à constater l'idée, que la planète ne veut plus et ne saurait plus être dominée et dirigée exclusivement par le camp occidental. L'Occident, en fait, aujourd'hui, il suffit de regarder les pays occidentaux, et reconnaît globalement un recul, vit dans le doute de sa position sur l'échiquier politique international. Les mots que l'on entend, si vous voulez, par rapport aux pays occidentaux, dans la presse, dans les livres, c'est quoi? Déclassement, dégringolade. À un tel point, si vous voulez, où les nations occidentales opèrent même une remise en question de leur propre histoire. Il était temps. Qu'est-ce qui explique cette déconnexion des élites occidentales vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain et même au niveau géopolitique, parce que même la voix de la France n'est plus écoutée. On se souvient des relations entre la France et la Russie, ce que ça a pu être avec Jacques Chirac, aujourd'hui ce que c'est avec Emmanuel Macron. Ce que ça a été avec De Gaulle. Voilà. Le général De Gaulle avait comme volonté de faire de la France la 3e voie, une sorte d'honnête courtier, de honest broker comme les Américains, capable d'intervenir entre l'Amérique et les Soviétiques de l'époque, être capable d'être porteur de cette 3e voie, qui est la voie française. Eh bien, cette voie-là n'existe plus. N'existe plus. Les quelques réminiscences du passé qui ont pu exister se sont éteintes avec le discours de Villepin au Conseil de sécurité avec la question de l'Irak. Aujourd'hui, la France suit à la lettre la position américaine. À la lettre. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, la France n'est plus crainte. Quand le président Macron dit que oui, on va déployer des troupes en Russie, on a vu la réaction de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a rigolé. Parce qu'on n'a même pas les moyens de faire ce qu'on dit. Le budget militaire de la France est 50 milliards. C'était 40 milliards avant, maintenant c'est 10 milliards. Les 10 milliards ne servent qu'à couvrir les conséquences de l'inflation au niveau des rémunérations de nos forces armées et peut-être de mettre un peu à niveau nos installations nucléaires. Pas de quoi mener une guerre. Comment croyez-vous qu'on a perdu le marché des sous-marins australiens? Parce que l'Amérique est allée sur place, encouragée par les Anglais, qui, à peine sortis de l'Union européenne, cherchaient à se refaire une virginité sur le plan international, et qui a dit aux Australiens, voulez-vous acheter les sous-marins d'un pays qui dispose de 12 porte-avions nucléaires ou les sous-marins diesel d'un pays qui a au mieux une frégate dans tout le Pacifique? Donc, si vous voulez, on ne peut même plus faire peur, parce qu'on n'a même plus les moyens de faire peur. Et en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos élites dans le monde occidental
ceux qui sont au pouvoir, parce que je ne suis pas forcément convaincu que l'expression élite correspond à ces personnes, vivent dans une sorte de rêve, de gloire passée, qui pourrait exister toujours. Mais regardez Erdogan, il insulte le président de la République française. Si demain la France devait déclarer la guerre à Erdogan, mais il rigolerait. Croyez-vous qu'ils auraient peur de la France? Croyez-vous que l'Iran aurait peur de la France? Eh bien, on est quand même dans un pays qui a eu une histoire, qui est oublié aujourd'hui. Un pays qui a connu 50 000 morts jour à l'occasion de la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Mais l'envie de se battre, l'envie d'exister, l'envie d'être conscient d'une histoire, conscient d'une valeur civilisationnelle a totalement disparu. Les sociétés se sont réduites à des sociétés de consommateurs, sans repère temps-espace, incapables, si vous voulez, de se projeter dans le temps, et des sociétés craintives. Craintives sur leur pouvoir d'achat, à juste titre, craintives sur leur avenir, craintives sur leur sécurité, craintives par rapport à ce qu'ils perçoivent comme étant une invasion de l'immigration étrangère, craintives tout court. Quand vous vivez dans la crainte, vous ne pouvez raisonner de manière rationnelle. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites donc la critique des sociétés occidentales, mais pourtant les sociétés occidentales retournent cette critique à par exemple l'Iran en qualifiant l'Iran de pays donc autoritaire avec des religieux quasiment omniprésents. Dernièrement, il y a cette affaire de ce jeune homme qui a été condamné à mort, ce rappeur en Iran, et il y a le paradoxe que l'ayatollah Khomeini reprenne les images de ces étudiants qui manifestent pour la cause palestinienne et qui sont ces étudiants qui sont si vous voulez, je ne pense pas avoir dit que l'Iran était une démocratie d'après le schéma occidental, ou une démocratie tout court. L'Iran est une théocratie religieuse, c'est la seule théocratie religieuse au monde aujourd'hui, si on fait abstraction de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Et c'est un pays aujourd'hui qui c'est un euphémisme, ne brille pas, si j'ose dire, par son respect des notions de droits de l'homme tel que nous on le conçoit en Occident. Mais le débat n'est pas de savoir qui est le plus autoritaire, à gauche ou à droite, qui est le plus Corée du Sud, etc. Mais on constate en tout cas une réalité, c'est que les sociétés où la démocratie prime ne sont pas forcément les sociétés qui livrent le mieux les besoins de leur population. Si vous regardez Poutine en Russie, il est autoritaire. On ne peut pas qualifier la Russie d'une démocratie de type occidental, mais il est éminemment populaire dans le pays. La France est une démocratie telle qu'on le conçoit en Occident, mais le président de la République n'arrive même pas à imaginer traverser 10 mètres dans la rue de Paris ou d'ailleurs sans être accompagné par une division de l'armée. Où est la légitimité? Regardez la Chine. Vous avez en Chine plus de Chinois qui ont un pouvoir d'achat équivalent à celui de la moyenne en Europe que sur tout le continent européen. L'Iran, c'est un pays qui, effectivement, est sous sanction depuis 45 ans, mais qui a donné au monde la première femme prix Fields. Ou le courage des femmes iraniennes qui se battent pour avoir le droit de ne pas porter le foulard. Alors qu'en France, on se bat pour porter le foulard, démontre que la société iranienne est une société d'avant-garde. Je ne parle pas de pouvoir, je parle de la société iranienne. Les femmes iraniennes, dont deux d'entre elles, deux femmes avocats, ont obtenu le prix Nobel, parce qu'elles ont eu le courage de tenir tête face à ce qu'elles percevaient, à juste titre, comme étant un État qui visait à les priver de leurs droits les plus élémentaires. Qui n'a pas constaté les troupes qui ont secoué l'Iran il y a 2 ans, où ces jeunes, même dans les villages les plus reculés, disaient non au pouvoir. Donc en fait, on constate aujourd'hui, sans que je prenne parti bien entendu ni pour l'un ni pour l'autre, qu'il y a l'éveil, si vous voulez, des pouvoirs autoritaires qui ont obtenu l'adhésion de leur population, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping. Xi Jinping,
Même l'Iran aujourd'hui, même si il est difficile de parler, si vous voulez, de la gestion de la population, et rien n'est au pouvoir, mais globalement, si vous voulez, la Turquie d'Erdogan, qui s'est fait encore réélire il y a peu, même s'il a perdu les élections, Contesté pas un peu, dernièrement, voilà. C'est le renouveau, si vous voulez, des empires. L'Empire ottoman, l'Empire perse, l'Empire de Romanov en Russie, l'Empire chinois. Il y a une remise en cause des démocraties. Et une remise en question de la hiérarchie des pays dans le monde. Nous, quand il y a un soldat français malheureusement qui meurt quelque part à l'étranger, on est tellement peu accoutumé à l'idée de la mort qu'on ferme le pont Alexandre III à Paris pour que le corbillard du soldat disparu puisse y passer avec les honneurs, et on fait l'honneur aux morts aux Invalides. On a oublié, si vous voulez, que la France, pour défendre son identité, son passé, son histoire, a eu à subir des millions de morts. Mais qui aujourd'hui est disposé à mourir pour le drapeau et la patrie? Ça ressemble quand même à un plaidoyer pour les sociétés autoritaires. Pas autoritaire, pas du tout. Il y a pas de... En Iran, l'Iran, je ne défends pas du tout le régime iranien, loin de là. On parle de la géopolitique, si vous voulez. Non, c'est un plaidoyer non pas pour la forme autoritaire d'un pouvoir, mais c'est un plaidoyer pour le sens du destin d'une nation. C'est un plaidoyer pour le sens du devoir par rapport à la patrie. On est réduit aujourd'hui, si vous voulez, en Occident, à des sociétés qui passent leur temps à revendiquer des droits. Qui revendique ce devoir? Sommes-nous capables aujourd'hui, en France, d'affronter un pays, par exemple comme la Turquie, qui vit avec le drapeau ottoman, qui a retransformé pour une énième fois la Sainte-Sophie à Istanbul en mosquée, avec un chef d'État qui ordonne à sa marine d'illuminer la marine française avec le bâtiment Le Courbet dans la Méditerranée orientale, et que nous, on ne réagit pas, qu'ils s'en tirent sans égratignure. Ils ont le sens de leur destin, et ils l'assument, et ils sont disposés à déployer les ressources nécessaires pour leur fierté. En Occident, on n'a plus de fierté. Les sociétés occidentales sont malheureusement culpabilisées pour leur histoire. Il faut connaître l'histoire pour pouvoir critiquer le passé, de manière à en tirer une leçon constructive. Mais juste pour se culpabiliser, rester dans une inertie tétanisée ne va pas avancer la cause de la nation. Mais qu'est-ce qui explique cette amnésie occidentale? Le fait de vouloir faire fi de tout son héritage, de son passé Si vous voulez, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est déjà une culpabilisation. L'Occident, si vous voulez, est en train de se réveiller par rapport à son passé. Regardez l'Amérique avec la guerre civile américaine. Le fait d'enlever les statuts des généraux du Grand Sud américain, le général Lee, passons par les autres, se réconcilier avec son passé en comprenant la souffrance du peuple noir en Amérique, seul peuple qui n'a pas choisi d'aller habiter aux États-Unis, qu'on a amené de force pour en faire des esclaves. Ils sont en train de confronter le passé. En Occident, si vous voulez, on ne connaît plus l'histoire parce qu'on n'a plus le sens de la destinée de la nation. Et on laisse, si vous voulez, des personnes agir uniquement à l'instant T. C'est comme les Israéliens, c'est comme si le monde a commencé le 7 octobre, en oubliant le 48, en oubliant l'expulsion de 750 000 Palestiniens. Ceux qui habitent aujourd'hui à Gaza, c'est les descendants de ceux que les Israéliens ont expulsés. ont expulsé déjà. Et puis, la France qui n'ose pas regarder son passé en Algérie. 130 000 morts. Une histoire rasée. La France qui ne se remet pas en question pour son histoire coloniale passée, qui raisonne uniquement en termes de la France-Afrique de pouvoir aujourd'hui. La Belgique qui refuse de regarder le Congo et les 20 millions de morts. On ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui, pointer le doigt sur l'étranger sans regarder son propre passé, sans se remettre en question. Parce qu'il y a une dette morale de l'Occident par rapport à tous ces pays que l'Occident a colonisés et que l'Occident a abusés.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une utilisation aussi de cette histoire pour culpabiliser, je prends l'exemple des Français, à outrance, en permanence? Si vous voulez, certains essaient de culpabiliser les Français pour leur passé. Mais la solution n'est pas la culpabilisation, c'est juste un réveil de la nation française sur son passé. Connaître l'histoire, il ne s'agit pas de capituler parce qu'il y a un siècle on se comporte de telle manière. Pas du tout. Il s'agit d'assumer la fierté de son passé, de la France éternelle, et de constater qu'il y a eu peut-être des comportements qui n'étaient pas dignes du genre humain, et peut-être de réparer, peut-être d'aider. S'il y a immigration du continent africain vers l'Europe occidentale, c'est qu'il y a une inadéquation entre les allocations des richesses. Peut-être que la solution passe par des investissements là-bas pour inciter les gens à rester chez eux. Personne n'a envie de quitter sa famille pour aller ailleurs. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc je pense que l'Occident est arrivé à un carrefour qui va l'obliger à voir son passé, à se réconcilier avec, puisqu'on ne peut pas effacer le passé, et à vouloir se remettre de nouveau en position de combat pour maîtriser son avenir. Combat pour son avenir, pas combat d'un point de vue militaire, bien évidemment. Pour revenir sur le Moyen-Orient et sur la place de l'Iran, comment l'Iran, on sait que c'est une nation millénaire, enfin, un passé perse que les Iraniens n'oublient pas et même exacerbent souvent. Comment l'Iran se voit dans la région? Quelle position les Iraniens souhaitent prendre? On ne peut pas aujourd'hui regarder le sort d'un pays en faisant fi abstraction de son passé. Les Iraniens, pour ma part je pense, à juste titre, se considèrent comme étant une civilisation. J'étais au Kazakhstan dernièrement. Je visitais les pays de l'Asie centrale et d'autres pays de la région. Le Nouvel An iranien est une fête qui est célébrée par tous les pays qui entourent l'Iran, dont les pays chrétiens que sont l'Arménie ou la Géorgie. Le Nowruz, le Nouvel An iranien. Les gloires de tous ces pays, que ce soit Ganjavi en Azerbaïdjan, que ce soit Farabi au Kazakhstan, que ce soit Roudaki au Tadjikistan, que ce soit les villes de Samarkand, de Boukhara en Ouzbékistan, c'est l'héritage de l'Empire perse. Moi, je dis qu'au lieu de regarder la chose comme étant l'apanage de l'Iran, moi, je dis que l'Iran n'appartient pas qu'aux Iraniens. L'Iran est aussi présent en Azerbaïdjan, de Bakou, qu'en Ouzbékistan, en Kirghizie, au Tadjikistan et ailleurs. C'est une civilisation qui dépasse les frontières de l'Iran. Et chaque fois qu'une nation a essayé de tout se l'attribuer, cette nation-là n'a fait que régresser. Et bien, les Iraniens se considèrent comme une civilisation. C'est quand même le seul pays au monde, si vous voulez, qui a vécu dans son territoire actuel sans discontinuité depuis 3000 ans. Il y a eu des invasions, mais les Iraniens ont su garder leur langue. Leur intégrité territoriale. Ils l'ont perdue par moments, mais ils ont gardé leur souveraineté in fine au bout du compte. Ils ont été envahis, mais ils ont accueilli les envahisseurs. Les Moghols sont devenus persanophones. Les Arabes envahisseurs se sont enrichis, si j'ose dire, avec l'appareil administratif iranien pour organiser leurs empires. Donc l'Iran, c'est comme une mère, maintes fois violée, mais qui a toujours accueilli le violeur en son sein, et qui l'a adopté. Tous ceux qui ont envahi l'Iran sont devenus des Persans. Et donc l'Iran dit au monde occidental, reconnaissez-moi comme une particularité et respectez-moi comme tel. C'est un mythe pour l'Occident de considérer qu'ils pourront faire des affaires avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale, être présents au Moyen-Orient et l'Asie centrale, sans tenir compte de ce qu'est l'Iran, de la puissance culturelle et civilisation de ce pays, de sa puissance militaire qu'on a vue dernièrement, et du potentiel de son économie. Bien sûr. En 2015, quand l'accord nucléaire a été régularisé au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question nucléaire iranienne, McKinsey, un grand cabinet de conseil international, sinon le plus grand, a sorti un rapport qui disait que l'Iran allait recevoir, sur les 20 prochaines années, 1000 milliards de dollars d'investissement dans le pays. 1000 milliards de dollars d'investissement, c'est énorme. C'est inconcevable même. C'est l'équivalent, le retour de l'Iran dans le Conseil des Nations, le retour de l'Iran dans le système financier international était l'équivalent du retour de l'ensemble des pays de l'Est européen, en ce y compris la Russie, après la chute du mur de Berlin. C'est ça l'enjeu de l'Iran. On a besoin de l'Iran à plus d'un titre. On a besoin de l'Iran pour avoir la paix religieuse dans la région.
à un moment. Justement. Cette affaire, pardonnez-moi de vous interrompre, Allez-y, oui. de riposte de l'attaque iranienne, comment on le qualifie, sur Israël, ça a fait quoi? C'est dans l'esprit des Arabes, dans le monde arabe, sur les 23 pays arabes, sur les 400 millions d'Arabes. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que tous leurs gouvernements se sont tus pendant que le carnage avait lieu à Gaza. Personne n'a branché. Que ce soit les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, l'Égypte, que ce soit le Maghreb, personne n'a bougé. L'Iran a toujours dit non. Le Hezbollah a quand même un peu, sous contrôle, certes, agi, et l'Iran a réagi. Donc pour le monde arabo-musulman, si vous voulez, qui aujourd'hui est le porteur d'étendard? Mais à ce sujet, L'Arabie Saoudite ou l'Iran? à ce sujet-là, justement, il y avait une tentative avec une période assez longue de calme étrange dans la région avec les accords d'Abraham. Alors, Les accords d'Abraham, c'est un mythe. Il y a 1,4 milliard de musulmans sur Terre. Les accords d'Abraham concernent quel pays? Concernent les Émirats arabes unis, 800 000 nationaux. Concernent le Bahreïn, plus petit que l'île de Manhattan à New York. Concernent le Maroc, qui ne l'a accepté qu'en échange de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Et le Soudan qui l'a accepté en échange d'être enlevé de la liste des sanctions et en échange de secteur riz. Bien lui en face, puisqu'aujourd'hui le pays est divisé en deux dans le cadre de guerre civile que vous connaissez, financé justement par les Émirats arabes unis. Ça a été rappelé aujourd'hui par les Américains qui ont demandé à Abu Dhabi de cesser le financement des RSF, un des mouvements qui mène la guerre civile. Ça représente quoi? Rien sur 1,4 milliard de musulmans. Rien. Et les autres pays, la Jordanie, l'Égypte, ont rappelé leur ambassadeur, les accords de Camp David un peu par la suite avec la Jordanie. Israël, aujourd'hui, n'a pas de relation positive avec les pays arabes. Alors, en cachette, en vendant des systèmes de surveillance de leur population locale, des relations commerciales avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, etc. Mais globalement, si vous voulez, les peuples de ce pays, voyant ce qui s'y passe tous les soirs à la télévision, ne peuvent approuver ou adhérer au principe même de la reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Croyez-vous que le prince héritier saoudien est capable, dans 2 mois, d'aller à Tel Aviv, dire que je reconnais la légitimité d'Israël, après ce qu'on a vécu, après ce que le peuple palestinien a vécu à Gaza? Je ne le pense pas. est-ce que l'Iran se présente comme un leader du monde musulman, en sachant qu'il y a ces... L'Iran l'est devenu. L'Iran l'est devenu, de fait. C'est le seul pays, si vous voulez, musulman, qui dit non depuis 45 ans à Israël, à l'Amérique, qui dit non. Tous les autres, ce sont des pays, pardonnez-moi, qui ont capitulé, qui se sont couchés. L'Iran, non. La théocratie iranienne, malgré, si vous voulez, toutes les exactions que le peuple iranien a subies à travers cette décennie, malgré 8 années de guerre avec l'Irak, malgré 45 années de sanctions, cette théocratie a au moins apporté une chose au pays, la souveraineté. Et malgré tout, la zone du Moyen-Orient et évidemment Israël, la Syrie, Liban est toujours sujet à des instabilités évidemment. Et donc on se pose la question de savoir à quel moment l'étincelle va faire en sorte qu'il y ait un changement de niveau. Et je pense justement, je me permets, Je vous en prie. au conflit syrien où on était dans un moment où on avait à la fois des Américains, des Russes, mais aussi les Iraniens, face à face, sur un terrain militaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas déjà rentré dans un conflit mondial? Je ne le pense pas. Si vous voulez, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de paix dans le Moyen-Orient global tant que l'importance de l'Iran n'est pas reconnue. Les Iraniens ont besoin d'être reconnus comme étant la civilisation qu'ils sont, comme étant la puissance dominante de la région qu'ils sont,
comme étant le pays le plus scientifiquement avancé, le pays le plus éduqué de la région. Mais on voit qu'Israël, en la personne de Netanyahou, déclare quasiment la guerre à l'Iran, en disant que l'Iran est le grand ennemi d'Israël. Netanyahou, on l'oublie, hein, on a l'impression au départ de Paris que tout le peuple israélien fédéré derrière Netanyahou. Absolument pas. C'est l'être le plus impopulaire qu'il y a en Israël. Les Israéliens lui reprochent la tragédie du 7 octobre, qu'il n'a pas été capable ni d'anticiper, ni d'empêcher. Ce carnage à Gaza, qui n'a pas vu libérer les otages du Hamas, les otages israéliens du Hamas, qui est un fiasco complet, qui a ruiné la réputation d'Israël dans le monde entier. C'est un fiasco, cette affaire, pour Israël, à tous les points de vue. Mais si vous voulez, Israël a en permanence besoin, pour exister, de pointer le doigt sur des ennemis. Avant, c'était Saddam Hussein et l'Irak. Avant, c'était Nasser en Égypte. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais Israël est une réalité. Il y a 8 millions de personnes qui habitent dans ce territoire. Donc cette réalité, il faut l'accepter pour ce que c'est. On ne peut pas réécrire le passé. Mais cette réalité ne saurait perdurer dans le temps tant qu'il n'y a pas un État palestinien souverain. Donc l'Iran considère qu'il faut qu'il y ait cette solution à 2 États. L'Iran considère qu'il faut qu'il y ait impérativement un État palestinien. Bien sûr, dans la rhétorique, il y a toujours des débordements. Le pays est quasiment en situation de guerre avec Israël depuis un certain nombre d'années. Mais in fine, c'est une réalité, Israël. Les Israéliens eux-mêmes ne cherchent pas à se faire aimer des pays de la région. Ils cherchent à se faire considérer simplement comme un pays normal, comme tant d'autres. Mais ils ne pourront aboutir à cette normalité s'ils traitent aussi lamentablement des millions de Palestiniens qui ont aussi le droit à la dignité et le droit à un pays, et qui passe son temps, si vous voulez, à bombarder le Liban, bombarder la Syrie, à lancer des missiles à gauche et à droite. Ça suffit. Il n'y aura de reconnaissance d'Israël dans la région que dès lors qu'il y a une reconnaissance de l'Iran par le monde occidental. Parce que ce qui a changé, en fait, depuis l'avènement de la révolution iranienne, c'est quoi ? C'est que jusqu'en 1979, Israël était quasiment accepté comme étant une nation, un pays à part entière de la région. La révolution iranienne a remis en question cette légitimité et a délégitimé l'État d'Israël. C'est maintenant qu'on entend parler de ce qu'Israël a le droit d'exister, de ne pas exister, revenir sur les accords de 48, etc. Tout ça, c'est la révolution iranienne. Je dirais l'irruption de l'islam comme fait politique est la conséquence de la révolution iranienne. Donc l'Iran, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est une réalité aussi réelle qu'Israël, même encore plus, puisque l'Iran est là depuis 3000 ans, sans interruption, et que ce pays doit être respecté. Et tant que ce pays n'est pas respecté à sa juste valeur, eh bien on va avoir la situation que l'on connaît, la situation va finir par déborder en Occident. On constate l'importance, évidemment, c'est un fait, comme vous le disiez, de la religion dans ce sujet-là, dans le Moyen-Orient, et en particulier en Israël. Comment les Iraniens ont considéré le fait que Netanyahou brandisse l'Ancien Testament, la prophétie d'Isaïe, pour justifier ces opérations, et est-ce qu'on est en face là d'une guerre quasiment religieuse ? L'islam en Iran, alors déjà, se rappeler que malgré le fait que l'Iran soit une théocratie, la seule théocratie au monde, abstraction de l'Arabie saoudite d'Israël, le peuple iranien est le peuple le plus laïque dans le monde musulman en général. Ça, il faut l'expliquer. La jeunesse iranienne, si vous prenez l'Iran, 70% des Iraniens ont moins de 45 ans. Ils n'ont connu que la guerre Iran-Irak, que les sanctions, que l'ostracisme international. Ils ont en même temps un niveau d'éducation qui est le plus élevé de toute la région, supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. Le pays, malgré 45 années de sanctions, place des satellites en orbite, à 750 km. Il faut le faire, si vous voulez. Ou malgré 45 années de sanctions, fabriquer des missiles balistiques pour frapper une base en Israël à 1700 km, il faut le faire quand vous êtes dans cette situation. C'est un pays scientifiquement avancé.
je crois que c'est la 9e langue pratiquée sur Internet. Je crois que c'est le 10e pays en termes d'articles scientifiques publiés. L'Iran, c'est un pays qui compte. C'est un pays différent par rapport aux autres pays qui l'entourent. Au Maroc, vous avez également une population très jeune. Mais 50% de la population, si vous voulez, est illettrée. L'Égypte n'en est pas très loin. L'Iran, il y a 100%. Vous dépeignez un pays moderne. Non, le pays est très moderne. C'est ça un des paradoxes. Si vous allez en Iran, vous allez voir un système bancaire qui, d'un point de vue technologique, est plus avancé qu'en France. Qu'en est-il de la place de la femme, par exemple? Si vous voulez, en tant qu'avocat, encore une fois, en tant qu'avocat attaché aux principes des droits de l'homme, je ne peux pas accepter l'absence d'une égalité parfaite entre l'homme et la femme. La seule chose qu'il faut, c'est l'égalité absolue entre la femme et l'homme. Est-ce que cette situation-là existe en Iran? La réponse est non. Non, la femme est obligée de porter le foulard. Ses droits en matière de liberté de mouvement sont limités. Il y a beaucoup de restrictions. Elle ne peut pas être président de la République. En même temps, il y a des femmes députées, des femmes ministres en Iran. En même temps, toutes les femmes iraniennes travaillent, Vont à l'université, occupent des postes de responsabilité. En même temps, les femmes sont majoritaires à l'université, avec des notes largement meilleures que les hommes. Ça, c'est partout le cas. Mais l'iranienne veut à juste titre l'égalité absolue. Moi, je ne peux pas accepter une situation où il n'y a pas l'égalité absolue. Et cette égalité absolue, c'est ce pourquoi elles se battent. L'iranienne, aujourd'hui, se bat pour la liberté sociale, mais également pour la liberté politique. Cette question, si vous voulez, de ce que le pays a connu ces 2 dernières années, c'était justement le foulard important, mais néanmoins, c'était le symbole de la goutte qui a fait déborder le vase. Les Iraniens, aujourd'hui, dans leur ensemble, aussi bien garçons que filles, aspirent à réintégrer les échanges internationaux, à pouvoir voyager, à pouvoir échanger, à pouvoir disposer d'un avenir. Parce que, du fait des sanctions, et du fait de l'incompétence du pouvoir en place, il n'y a eu que 2 promesses qui ont été tenues à l'égard de cette jeunesse iranienne: le chômage éternel et la restriction systématique de liberté publique. Parce que l'Iranien qui regarde dans son avenir voit qu'il n'y a pas d'avenir. Il ne peut pas s'installer. Il ne peut pas avoir un logement. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas trouver un travail. D'où leur volonté de quitter le pays pour aller vers des destins meilleurs sur d'autres contrées. Ce qui est dû aussi souvent aux restrictions économiques que subit l'Iran depuis des années. C'est la conséquence, c'est ça. Regardez Cuba, par exemple. Les sanctions internationales ne marchent jamais. Regardez les pays qui sont sous sanctions. Cuba, les Castro, Corée du Nord, on était la 3e génération de la royauté Kim en Corée. L'Iran, ça fait 45 ans. Les sanctions ne marchent pas. Les sanctions ne font que faire souffrir le peuple, comme le souffre aujourd'hui le peuple iranien. Pour clôturer cet entretien, j'aimerais que vous nous donniez vos perspectives sur la situation, le face-à-face entre Israël et l'Iran. Et étant donné que vous considérez que l'Iran a l'arme nucléaire aujourd'hui, vers quelle direction le Moyen-Orient va? Si vous voulez, vous avez parlé de la religion et de ça dans la région. Le chiisme iranien est une excroissance de l'iranité. C'était la volonté des Iraniens de se distinguer, si vous voulez, des Ottomans sunnites. C'était la volonté des Iraniens aujourd'hui de se distinguer du monde arabe sunnite. Donc l'Iran, c'est un pays ultranationaliste. D'où l'importance de la reconnaissance de son passé, de sa civilisation, de sa place. Cette affaire du conflit irano-israélien est une chance, je pense, pour l'avenir. Parce que maintenant qu'on a constaté qu'on ne peut pas venir à bout de ce régime iranien, de ce pouvoir iranien, on a tout essayé. Des attaques cyber, des assassinats sélectifs, la guerre avec Satan, on a tout essayé. Ils sont encore là. Ultra minoritaires, mais ultra puissants. Et comme ils n'ont nulle part où aller, ils vont avoir recours à la force. Parce que contrairement aux élites du régime impérial, qui étaient les bienvenus à Paris, Londres et New York,
Les mollahs iraniens vont aller où? À Pyongyang ou à Damas? Ouais. Donc, cette situation, si vous voulez, fait que l'Iran étant ce qu'il est, une puissance militaire, avec des proxies dans la région, quand on parle de l'Iran, vous parlez de l'Irak, vous parlez de la Syrie, vous Bien sûr. parlez du Liban avec le Hezbollah, vous parlez du Yémen, de l'Afghanistan, et le cercle s'étend. Donc quand vous parlez de l'Iran, vous parlez d'une puissance militaire qu'on ne peut pas venir à bout facilement, d'un pouvoir qui tient, même s'il n'y a pas une assise populaire majoritaire, et Israël qui a besoin aujourd'hui d'exister, qui a besoin aujourd'hui d'essayer de véhiculer une autre image dans le monde après le désastre du carnage de Gaza. Je pense que cette affaire, qui aux yeux de beaucoup peut être une affaire de conflit iranien-israélien, une affaire qui va encore bousculer l'Iran vers une sorte de deuxième Corée du Nord, va au contraire, peut-être, aboutir au retour de l'Iran dans le concert des nations. Donc l'Iran a mis en échec Israël? Évidemment, vous le Je voyez parle bien. aux joueurs d'échecs iraniens. Le jeu des échecs, si vous voulez, a été inventé par des persanophones moghols à Delhi, et le backgammon a été inventé par les persanophones iraniens à Ispahan. Et je terminerai peut-être là-dessus, le sultan moghol de Delhi envoie le jeu des échecs à la cour de Safavid en Iran, et demande aux Iraniens de résoudre le fonctionnement de ce jeu. Les Iraniens arrivent à le résoudre, inventent le jeu de backgammon et le renvoient au sultan, à Delhi. Et dit, essayez-vous maintenant de résoudre. Le sultan regarde par tous les moyens, n'arrive pas. Et les Iraniens disent, la différence entre vous et nous, c'est que vous, vous estimez qu'à tous les instants, la raison peut tout résoudre. Nous, on pense qu'il y a un élément de chance, le jet de dés, qui peut intervenir. Et je pense que cette affaire de conflit irano-israélien peut être une chance aujourd'hui, qui va permettre aux uns et aux autres, mais uniquement sous un regard de la réelle politique, de constater cette chose et de permettre à ce que l'Iran puisse retrouver sa juste place. Et c'est parce que l'Iran pourra retrouver sa juste place que le peuple iranien cessera de souffrir après 45 ans et que graduellement, un changement va s'opérer dans le pays. Parce que le pouvoir iranien ne peut éternellement imposer son point de vue idéologique sur une nation qui, dans son immense majorité, n'en veut plus. Les Iraniens en ont assez, ils veulent retrouver leur juste place. Très bien, merci infiniment, monsieur Maître Ardavan Amir Aslani. Merci, chers auditeurs, de nous avoir une nouvelle fois suivis sur Omerta. Je vous dis à très bientôt.